Petit changement de batterie. Je crois qu'il y avait la caméra Canon qui avait besoin aussi d'un petit coup de boost aussi. Refresh. Voilà, tout comme moi. Mais il semble que nous allons tous les deux beaucoup mieux. Donc on va pouvoir reprendre. Moi, je vais faire une petite interlude dans l'interview. Maxime est venu au départ et en fait, je lui avais demandé de donner 10 points d'intervention et ça fait 2 heures qu'on échange. Et j'espère que ça vous plaira, vous qui tombez par hasard sur la vidéo, parce que finalement, on n'a même pas commencé le... Si, en fait, on a traité tout dans le désordre. Mais voilà, on a parlé vraiment de la découverte, du diagnostic, ça on l'a. On a la prise en charge, le traitement, on l'a. L'évolution du traitement, on l'a. Alors moi, je vais te poser une question parce que ça introduit la prochaine question Oui, sur les activités sportives. Et on reviendra sur oui, l'alimentation si mais tu as besoin de compléter. Comment tu le vis au jour le jour, en fait, ce dispositif qui est vraiment implanté en toi? C'est pas un médicament ou une injection que tu vas faire ponctuellement. bien sûr. C'est quelque chose qui est là en permanence. Alors, la raison pour laquelle j'ai pas voulu opter pour ce dispositif comparé aux injections, c'était justement le point que tu as soulevé, le fait qu'on porte quelque chose tout le temps au quotidien. Et en fait, j'avais l'impression finalement de porter quelque part mon diabète. Il faisait plus partie de moi, mais j'avais l'impression de le porter. Et c'était la source principale qui motivait mon rejet quand ça m'était proposé il y a déjà quelques années de ça par ma diabétologue. Euh, J'avais un peu de... Voilà, je n'étais pas très enclin à l'idée, le fait d'être connecté à quelque chose, de tout le temps avoir... en fait, j'avais l'impression qu'on me mettait un boulet, voilà, comme un prisonnier. Et je pense que les années sont passées, l'âge, etc. Je pense un peu plus de maturité. J'ai changé de posture par rapport à la chose. Je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas tenter d'utiliser un outil qui est présenté comme un gadget qui permet d'avoir une meilleure optimisation et gestion du diabète. Et ça ne pourrait que m'être bénéfique. Euh, et donc du coup, j'ai décidé de passer le cap. Et bah, j'ai complètement changé d'avis sur le sujet. Après, pour ce qui est du sport, etc., il faut savoir que la pompe insuline, comme j'ai dit, la petite distinction que j'ai pas précisée tout à l'heure par rapport aux injections, c'est que dans le cadre des injections, on a deux types d'insuline. Donc une pour vivre, la lente qui est en fond, la base, et la rapide. Dans le cadre d'une pompe, on n'a plus qu'une seule insuline, donc qui est la rapide. La pompe diffuse de manière basale, donc en fond, des micro-quantités toutes les heures d'insuline, donc d'insuline rapide. Moi, dans mon cas, l'insuline rapide s'appelle la FIASP. Et en fait, la FIASP a un champ d'action qui est réputé être entre 1h30 et 2 heures. Donc l'insuline continue à produire ses effets si je me déconnecte de ma pompe et que j'ai bien eu le dernier, vu qu'elle l'injecte en permanence, j'ai forcément de l'insuline dans le corps, et cette insuline-là est réputée fonctionner pendant 1h30 à 2 heures. Donc la pompe, le modus operandi, c'est le but c'est de la garder le plus possible, mais si jamais on doit se déconnecter, on ne doit jamais se déconnecter pendant plus de 1h30 ou 2 heures. Mais je ne le formulerai pas de cette manière. Je dirais pas on ne doit pas se déconnecter pendant plus d'une heure, mais ça veut dire surtout, ça nous offre la possibilité, pour un besoin qui est individuel ou pour faire face à certaines situations. J'ai cité la douche, il y a aussi la vie intime, il y a le sport. Aujourd'hui, par exemple, je vais aller faire 10 km avec un collègue. Bien évidemment, je me suis déconnecté de ma pompe parce que je vais faire une activité qui va faire descendre mon taux de Qui va sucre sanguin, consommer qui va de consommer des glucides. l'énergie. Donc, il n'y a aucun intérêt que je garde ma pompe qui, elle, va diffuser de l'insuline en plus. Sinon, je vais me retrouver dans une situation où je vais être trop bas. Je vais avoir trop peu de sucre dans le sang. Un excès trop important d'insuline crée un effet forcément levier important, c'est-à-dire un effet levier, c'est-à-dire que il va créer un effet qui peut être dangereux. Trop d'insuline dans le corps fait que en fait on se retrouve dans une situation d'hypoglycémie, c'est-à-dire que il va y avoir une suractivation, en fait il va y avoir trop de clés qui vont apporter trop de sucre trop vite au niveau des muscles. Les muscles vont du coup de facto brûler tout le sucre à disposition. Et forcément, après, comme j'avais expliqué tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? La réaction basique du corps, c'est que le cerveau va envoyer des messages en disant il faut plus de sucre, donc plus de glucides. Continuer, il faut qu'en fait, il y ait l'élément qui accompagne les petites clés
pour aller au muscle. Et au bout d'un moment, il n'y a plus cet élément-là. Donc là, il y a un autre message qui est envoyé. Et finalement, le cerveau, qu'est-ce qu'il vient dire comme message in fine par rapport à cette réaction? C'est de dire mange du sucre, mange des aliments sucrés. D'où une sorte de boulimie ou d'hyperphagie qui va être induite parce que le cerveau va tout de suite envoyer un message. Le corps est bien fait de toute façon, il s'adapte à chaque situation. Le cerveau va envoyer un message en disant là, il faut que tu manges quelque chose. Il faut que tu manges quelque chose de sucré pour répondre à cette suractivité d'insuline qui est présente dans le corps et qui est là et qui doit apporter des choses aux muscles. Voilà. Okay. Donc c'est d'où le fait qu'il puisse avoir... C'est quand même une situation dangereuse parce qu'en fait l'hypoglycémie est un symptôme qui peut être pallié par, pallié par ce phénomène de libération de glycogène. Mais chez quelqu'un qui ne va pas avoir eu le temps de refaire son stock au niveau du glycogène, parce que bon, le foie a une capacité de stockage limitée du glycogène. Chez quelqu'un, souvent, c'est des individus qui sont très sains, qui ont un foie qui n'est pas gras du tout, ou qui ne disposent de pas beaucoup de réserves. Et en général, ces personnes-là sont très dépendantes de l'alimentation tout de suite. Ça va être quelqu'un qui va être très sportif, etc. Donc un sportif qui va faire un effort va tout de suite avoir ce besoin de manger parce que son pic de glycogène ou sa capacité à libérer du glycogène est moindre, vu qu'il est tout le temps en suractivité et qu'il produit des chocs au niveau de son corps régulièrement. Donc le foie n'a pas cette capacité à faire ses réserves en fait et à libérer du glycogène. Donc on est dépendant d'un apport de glucides via l'alimentation. Donc c'est très dangereux. Le glucagon, c'est une autre hormone qui est alors cette fois-ci produite, si je ne dis pas bêtises, c'est pas du tout par le pancréas cette fois-ci, mais c'est par le foie. Et non, par le pancréas, mais c'est ce qui permet de libérer le glycogène au niveau du foie. C'est-à-dire que des fois, il y a ce fameux second souffle qu'on connaît tous, c'est-à-dire on fait une activité sportive, on est au bout de notre vie, on se dit on va jamais y arriver. On n'a qu'une envie, c'est de prendre une bouteille d'eau et manger, je sais pas, une petite barre énergisante ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand on poursuit ce choc, on poursuit son activité, on essaie de s'accrocher. Au bout d'un moment, le cerveau oublie cette idée de se dire je vais m'arrêter et je vais aller consommer quelque chose. Il oublie ce message-là et là, il met en route un mécanisme de survie parce qu'il est face à un choc. Donc, et c'est ça qui est beau avec le corps humain, c'est qu'il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Et face à ce choc, lui-même ses réserves, il envoie exactement un message directement au pancréas. Le pancréas va envoyer une hormone. Bon, cette fois-ci, c'est pas vraiment une clé, c'est plus un... Comment j'appellerais ça ? Une sorte de policier qui vient voir le foie, qui vient toquer et qui lui dit là, on a un besoin urgent que tu nous produises, que tu nous sécrètes d'une manière ou d'une autre, toi, à l'intérieur du corps, sans que rien soit apporté de l'extérieur. Absolument, il faut que tu apportes des glucides. Et qu'est-ce que fait du coup le foie ? Le foie libère parce que le foie est capable de stocker à la fois des graisses et aussi à la fois du sucre. Ou plus exactement, c'est des branches, des sortes de méas mélangés de sucre et de graisse. Et en fait, il est capable, le foie, de détruire, en fait, de faire une sorte de reverse. Je ne suis pas un spécialiste, mais il est capable de transformer les graisses pour les transformer en sucre et vice-versa. Le muscle. Aussi. Et donc, en fait, le glycogène, c'est le nom de ce qui est produit. C'est glycogène. Je ne sais plus exactement quand c'est, mais en gros, c'est une chaîne glycosée. Donc, c'est grosso modo un sucre. Et ce sucre, en fait, c'est un super sucre. Donc, qui est 10 fois plus puissant et plus concentré que ce qu'on peut trouver. Et ça permet, en fait, finalement, de pouvoir, limite, c'est comme une piqûre d'adrénaline au niveau du corps. Ça permet de pouvoir apporter un volume de glucides tellement important qui est produit par ce choc. Et c'est ce qui produit cet effet un petit peu coup de fouet, second souffle, où on se dit waouh, j'étais complètement. Et d'un coup, je repars. Et alors, justement, parce que moi je te connais, je sais que tu viens d'un milieu professionnel où tu es soumis au stress, vraiment. Ouais. Et ça te pousse à puiser encore plus dans des réserves que potentiellement tu n'es pas capable de te créer. Non, c'est sûr. Donc, mais c'est un peu à l'image d'un sportif qui doit faire, je sais pas moi, une skieuse qui va aller faire un super G. Il faut avoir l'alimentation, l'entraînement adapté. Et bah, le diabète, c'est pareil. C'est le diabète, la gestion du diabète, ça s'entraîne. On peut toujours s'améliorer. Et les connaissances par rapport à l'image d'un sportif, je sais pas, un joueur de tennis, on se dit que le tennis c'est juste taper dans une balle. Non, il y a aussi l'aspect stratégie, tactique. Et bah c'est pareil avec le diabète et l'alimentation associée au diabète. Ouais. Moi par exemple aujourd'hui, je pense que j'ai peut-être des compétences qui sont au niveau d'un nutritionniste, mais je n'ai pas le choix. Et chez un diabétique, c'est un peu comme un sportif, comme ça arrive très souvent. Enfin, ça dépend de comment le diabète est réglé, mais il y a cette potentialité d'être confronté à l'hypoglycémie.
Admettons, demain, je fais 2 épisodes très importants d'hypoglycémie dans un délai réduit. Je n'ai pas eu la capacité à me resucrer très rapidement, en tout cas m'apporter des glucides par alimentation de manière très rapide. Forcément, il y a aussi le foie, le corps, qui va essayer de libérer aussi du glycogène pour compenser ce besoin dans ce délai. Et est-ce que toi, en tant que diabétique, tu produis ce glycogène ou... Ah, ça c'est une bonne question. Oui, oui, on a la capacité de produire ce glycogène, sauf que cette capacité est réduite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce message qui est envoyé, donc cette hormone, le glucagon, est également produite, coproduite avec d'autres cellules dont je tairai le nom parce que je n'ai pas la connaissance, mais coproduite au niveau du message qui est envoyé par les îlots de Langerhans aussi. Ce sont les petites cellules qui sont censées produire les clés, donc l'insuline, au niveau du pancréas. Elles sont aussi impliquées dans la libération de cette autre hormone, donc le glucagon, qui permet du coup de la libération du glycogène, donc ce super sucre, par le foie. Mais en fait, chez les diabétiques, enfin en tout cas je vais plutôt pas parler chez les diabétiques parce que je peux pas généraliser, le diabète c'est aussi, je préfère le préciser, c'est aussi une pathologie qui est très personnelle. C'est-à-dire que le ressenti peut varier vraiment énormément d'une personne à une autre. Quand on t'écoute, toi, tu es très observant. En fait, c'est ça qui me pousse en fait à faire la vidéo avec toi, c'est qu'on a parlé vraiment, on s'est rencontrés, on a un ami en commun. Mhm. Et tu as cette observance, tu as cette connaissance de la maladie. Mhm. Toi, tu vis avec la maladie et t'écoutes ce que les professionnels de santé te disent. Mhm. Euh, et c'est ça qui est impressionnant avec toi, c'est que finalement, tu peux scotcher n'importe qui. C'est pour ça que je reviens encore à ce point que j'ai développé au départ et j'ai pas voulu être cavalier en parlant ou être trop agressif sur le sujet, mais l'alimentation c'est très important parce que l'alimentation c'est ça va avoir un impact extrêmement important sur le corps et son corps faut pas faire n'importe quoi avec. On en a qu'un. Non, ouais, c'est sûr. On en a qu'un. Et les organes qui sont dedans aussi. Donc Ouais. d'où le fait que ça a une importance cruciale. Moi, par exemple, je accorde plus d'importance à passer du temps à prendre soin de mon esprit, du travail sur moi-même et ce genre de choses. Je pense aussi que c'est ce qui aide aussi dans la gestion de mon diabète. Euh, Mon diabète m'a aidé et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai une bonne capacité à gérer mon diabète, c'est aussi parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'introspection, qui a des réflexions. Je suis aussi un passionné, donc ça aide. Et mon diabète aussi est un centre d'intérêt assez important. Comme tu peux Ouais, le voir on depuis le voit. début de la vidéo. Je pense ce qui a changé, c'est de comprendre au bout d'un moment, quand tu as ton diabète, si tu le prends un peu à la légère, forcément, tu es moins bien réglé. Et ton Ouais. diabète est moins bien équilibré. Et quand, au bout d'un moment, tu as les symptômes de l'hypo et de l'hyper qui sont très présents avec un diabète déréglé, ça devient gonflant. Et c'est là que le diabète, en fait, devient en quelque sorte une réelle pathologie ou même une maladie. Parce que là, il y a vraiment le critère handicapant du diabète. Si par exemple, moi demain, je dois me dépêcher parce que j'ai une réunion professionnelle, etc. Et que j'ai 3 grammes de sucre dans le sang parce que je fais pas attention, je vais me retrouver à être en costume, pas à l'aise, à transpirer, à avoir du mal à me concentrer, à avoir chaud. Donc, je pense au fait, en fait, ce qui a changé, c'est que moi, j'ai juste envie de me sentir comme, je dirais pas comme quelqu'un de normal, mais j'ai juste envie de me sentir bien, bien dans mon corps. Et donc, en fait, pour me sentir bien dans mon corps, je dois accepter que je dois accorder une importance, que je le veuille ou non. Mais moi, il fait partie de moi, mon diabète, là où quelqu'un d'autre a ce luxe de se dire, oh, moi, j'en ai rien à faire et je fais ce que je veux. Moi, je peux pas. Parce que j'ai ce diabète qui est là et je ne peux pas l'ignorer. Et si je veux avoir une vie confortable, agréable, me sentir bien, avoir un bon ressenti au niveau de mon corps, Tu c'est dois important. stabiliser, tu Oui, c'est dois... important surtout que je le considère comme faisant partie de moi. Je ne peux pas l'occulter. C'est impossible. Et de Mais toute façon, toutes les personnes qui ont des soucis dans la gestion de leur diabète, c'est des personnes qui sont soit dans le déni, soit des personnes qui ne sont pas responsabilisées, soit des personnes qui finalement n'ont jamais fait le deuil de leur diabète. Quand je dis deuil du diabète, c'est l'acceptation. Et bah, à l'image de ce qui peut se passer dans la vie, en fait, euh, le, tu vois, enfin, on parle d'une pathologie là, on parle du diabète, mais dans la vie, tu peux aussi décider de faire ton propre chemin de vie et puis décider de mettre en place l'introspection, des choses comme ça. Et bah, c'est pareil. Et moi, je pars du principe que pour mon diabète, au bout d'un moment, j'ai vu que je faisais des choses mal.
je me rends compte qu'il y a une conséquence A, et bah pour pas qu'il y ait cette conséquence A qui est handicapante, et bah je dois mettre en place des mesures pour que cette conséquence-là n'arrive pas. Je pense que c'est très lié aussi à la psychologie humaine et son propre cheminement et sa propre évolution personnelle. Moi j'estime que je suis quelqu'un de très fort mentalement. C'est très difficile de me mettre dans une situation où j'ai le sentiment d'être friable. Et je pense que mon diabète, et c'est pour ça que je suis content quelque part de l'avoir avec moi, c'est ce qui m'a forgé. Et je Alors, pense que si j'ai une capacité à accepter une plus grande pénibilité que d'autres personnes, c'est parce que je l'ai, mon diabète. dans la maladie, on va parler souvent de l'image de soi, de sa représentation. Et ça, moi, je pense que c'est important parce que toi, tu t'assumes à 300%. Quand tu as tu vois, un implant, quelque chose qui va modifier en plus ton corps, en plus de modifier ton rythme de vie, ça peut paraître compliqué pour des enfants à une époque où tu es censé faire du sport, être beau. Au final, pour tout ce que ça apporte, en termes de bien-être, etc., c'est un moindre mal. Je comprends pourquoi tu soulèves la question, parce que si jamais il y a des diabétiques qui nous regardent et qui sont sous injection et qui hésitent à passer sous la pompe, je comprends pourquoi. Moi, j'ai eu ce même questionnement personnel de me dire, je passe d'une injection qui va me prendre 15 secondes et qui va me ramener au fait que j'ai un diabète pendant 15 secondes et après, hop, je range dans mon sac et je porte rien, j'ai rien sur moi, à forcément un dispositif où on a le freestyle libre. On sait qu'on aura des gamins qui vont être sportifs, des jeunes filles. Comment tu le vis, toi, sur la plage, d'avoir un dispositif implantable? Déjà, sur un enfant en jeune âge, on va pas proposer ce type d'appareil. Ça se fait par étapes, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Euh, En général, il y a des schémas de traitement particuliers. Je dis pas qu'il faut remplir le premier niveau avant de passer au deuxième niveau, mais disons que l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est des choses qui s'assimilent avec du temps. Moi, ça fait 18 ans que j'ai mon diabète, je continue d'apprendre des choses, je continue à assimiler des choses au niveau de l'alimentation, des interactions entre certains aliments. J'identifie encore des choses aujourd'hui. J'apprends à gérer certaines situations, des fois de manière un peu différente. Euh, Tout à l'heure, on parlait du resucrage. Tu mettais le principe selon lequel on pouvait prendre un sucre lent. Moi, aujourd'hui, j'estime que prendre un sucre lent n'est plus forcément obligatoire avec ma pompe parce que ma pompe m'offre des possibilités qui me permettent d'avoir un sucre resucré qu'avec un sucre rapide. Ça correspond bien pour quelqu'un qui est sous un schéma sous injection. Parce qu'en fait, les sous-schémas sous injection, il y a une insuline lente qui agit de manière totalement random. Là où la pompe, j'ai oublié de le préciser, on peut calibrer heure par heure en fonction des besoins biologiques de n'importe quelle personne et du profil de courbe, les besoins heure par heure, sur 24 heures. Donc ça veut dire que pour mon insuline, pour vivre de fond, je peux par exemple mettre une certaine quantité de 3 heures à 6 heures si j'identifie par mes relevés capteurs et mes moyennes que j'ai un besoin, parce que mon corps est fait comme ça et que mes besoins au niveau biologique sont comme ça. J'établis des courbes avec une application. L'application établit des courbes moyennes et à la vision de ces moyennes, de ces courbes moyennes, c'est des graphiques avec des courbes. Elle adapte pas automatiquement. Moi je suis encore en boucle là ouverte, donc là c'est à moi de le faire, mais je peux aller consulter ces courbes-là et après prendre les mesures, les actions requises pour améliorer. Et le but, c'est que voilà, quand on a une courbe, on a une sorte de courbe moyenne avec tous les points. Donc il établit une courbe. La courbe, le but, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'elle soit le plus linéaire possible. Si je remarque que par exemple ma courbe est très linéaire, plus ou moins linéaire, mais que je vois que le matin je suis un peu trop haut comme ça, etc., qu'est-ce que je vais faire au niveau de ma pompe? Je peux programmer pour faire en sorte que sur cette période du matin, elle diffuse davantage d'insuline parce que pourquoi? Des fois c'est pas lié à l'alimentation, des fois c'est pas lié à ça, c'est juste les besoins biologiques de quelqu'un parce que son corps fonctionne comme ça et qu'il a plus besoin d'une certaine heure. Okay. Donc c'est pour ça que la pompe, je disais que c'était vraiment une réelle pancréas de substitution parce qu'il agit vraiment, on a cette capacité, il le fait pas automatiquement, il le fait automatiquement en boucle fermée, mais en boucle ouverte, voilà, on a cette capacité en tant qu'humain de prendre les actions requises et la pompe peut le faire et peut l'ouvrir. Donc, la pompe, c'est pas quelque chose, sinon c'est pas un boulet autour de son pied. On a vraiment beaucoup de souplesse avec. Ça permet vraiment d'avoir une réelle vue sur ce qui se passe au niveau de son diabète, surtout quand c'est conjugué à cet appareil qui mesure le taux de sucre en continu. Et ça permet vraiment d'apporter très peu de variance en fait sur le diabète.
Parce que, comme j'ai parlé, dans le diabète, il y a cette notion de courbe, oui, de courbe. Et le but, quand même, chez un diabétique, c'est d'éviter d'avoir trop de variance, c'est-à-dire des pics. Un peu comme un détecteur d'ondes sismiques. Le but, c'est d'être comme un individu normal, d'être le plus stable, le plus souvent possible. Il vaut mieux être un peu plus haut, mais être stable, que d'être bien, mais dans le bien, faire en fait finalement un peu trop haut, un peu trop bas, un peu trop haut, si on fait une moyenne. En fait, c'est important de pas sursolliciter le corps et surtout en termes de qualité de vie, d'éviter d'avoir les symptômes à la fois du manque de sucre et du trop plein de sucre. Donc l'hyper et l'hypo. Pour être tout à fait honnête avec toi, si par exemple on prend l'exemple que tu as soulevé sur le fait d'être à la plage torse nu, alors déjà si je vais aller dans l'eau, si j'ai pour objectif d'aller dans l'eau, forcément comme tu l'auras compris, je peux déconnecter ma pompe, donc finalement ça ne serait pas apparent. Le seul élément qui resterait apparent, ce serait ce capteur que je pose au niveau du bras. Et en fait, j'en suis au point aujourd'hui où si quelqu'un me regarde, bah, je suis limite content qu'il me regarde parce que je prends ça comme en fait un intérêt, de la considération et surtout du respect. Le gamin de 12-13 ans, c'est tellement bien fait comme système que le gamin de 12-13 ans, je pense qu'honnêtement, il va faire une fixette dessus pendant 2 mois et après il va l'oublier. Okay. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. Moi, je l'ai mis au niveau du bras, là, donc il y a une zone quand même apparente, si j'ai mon autre t-shirt. On peut le mettre au loisir où on veut sur le corps. Après, il y a des endroits, c'est plus simple que d'autres, parce que forcément, il faut éviter qu'il y ait un décollement, parce que ça peut se décoller. Donc, il faut le mettre dans des zones on est sûr qu'on peut éviter un quelconque décollement, un frottement, le fait qu'il puisse être retiré. Mais il y a vraiment beaucoup de souplesse. Il y a la fille de Kate Moss, qui est mannequin, qui a un diabète de type 1. Elle est sur les podiums et elle est mannequin, elle est sur les podiums, elle assume pleinement le fait de porter son capteur freestyle libre, elle l'arbore, je pense qu'elle est dans le même état d'esprit que moi, elle se dit que justement ça doit attirer la sympathie, le respect des gens qui se disent waouh, elle est mannequin, les gens commencent à comprendre quand ils voient l'appareil que ça induit que c'est un diabète de type 1, et les gens se disent plutôt waouh, respect. Toi, aujourd'hui, ça semble régulé, ça semble, tu vois, c'est adapté, c'est géré par une application et tout ça, mais comment t'as vécu, toi, ton diabète pendant les études? Est-ce que ça a eu une influence sur les études et sur le travail, à un moment ou à un autre? Que ce soit du point de vue de l'alimentation ou que ce soit du point de vue du traitement, parce que le traitement, t'as pas envie de t'injecter quelque chose au milieu de tes collègues, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais... après, c'est peut-être personnel, comme je dit tout à l'heure. Mon diabète fait partie de moi. Donc, Maxime, il n'est pas différent du diabète. Il n'est pas dissocié du diabète. Donc, c'est vrai que pendant mes études, j'avais la possibilité, par exemple, d'avoir accès à un certain nombre d'aménagements, notamment un tiers-temps, pour avoir davantage de temps lors des examens et tout. Ce sont des choses et des mesures que j'ai toujours déclinées. Après, c'est une gestion. Mais là, on va rentrer dans 2 sujets. Donc, à la fois le diabète dans le quotidien et l'action que peuvent avoir certaines situations de vie, donc indirectement, qui induit du coup des réactions hormonales dans le corps et l'action d'autres hormones sur le diabète. Donc là, j'ai envie de dire que l'idéal pour un diabétique, c'est d'avoir le luxe ou la possibilité, mais ça c'est facile à dire, d'éviter ce genre de situation. Ou alors si on est face à ce genre de situation et qu'on se connaît, là on rentre dans la connaissance de soi-même, c'est encore plus profond. Et je pense que de toute manière, on ne peut jamais être autant en harmonie avec son corps, son corps que quand on se connaît bien. Et je pense qu'un diabète bien réglé passe par le fait d'avoir une bonne connaissance de soi-même. Et du coup, pour ce qui est des examens, pour revenir à ta question de tout à l'heure, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'à cause de la triade de symptômes qu'on a définie, ça peut être un peu compliqué à gérer. La manière dont j'ai procédé pendant mes études, c'est d'aborder mes examens comme en fait un peu un sportif de haut niveau. C'est-à-dire de me mettre dans les conditions les plus optimales pour pas avoir la triade de symptômes, c'est-à-dire de ne pas avoir un taux de sucre trop élevé dans le sang. Donc ça se prépare par un contrôle assidu de la glycémie en amont. Et puis, comme tout le monde, arriver plutôt à son examen pour être moins stressé, aller faire son pipi aux toilettes, et puis arriver à l'examen, et puis souffler, faire des exercices de méditation, de yoga,
On va dire que j'essayais de me préparer et d'anticiper en faisant en sorte d'avoir un niveau, en tout cas un seuil au niveau du taux de sucre dans le sang qui soit le plus correct possible avant d'aborder un examen. Après, bien évidemment, ça m'est arrivé d'aller dans des examens et d'être un peu plus haut. Mais là, j'ai envie de dire que l'envie de réussir son examen passe au-dessus du physique. Hein. Et je pense aussi que de toute manière, même si j'ai beau être aussi bien réglé que je le veux avant d'arriver dans l'examen, c'est un examen, ça peut mettre dans des situations de stress intense, et le stress a une activité, une action très hyperglycémiante. Le stress en fait agit sur d'autres hormones, notamment le cortisol qui en fait est une hormone qui est produite par les glandes surrénales dans le corps. Elles sont au-dessus des reins, oui, tout en haut, tout au-dessus, la crête des reins. Et en fait, c'est souvent des glandes qui sont pas très connues. Les gens connaissent beaucoup mieux le pancréas, la thyroïde, qui se trouve ici au niveau la pomme d'Adam à peu près. C'est des glandes qui sont très connues, mais pour le coup, les glandes surrénales, c'est un petit peu moins connu. Et pourtant, c'est une glande qui a une très grande importance, puisque c'est elle qui est responsable de la sécrétion à la fois du cortisol, à la fois de ce qu'on appelle les catécholamines. Donc catécholamines, c'est toutes les petites hormones qui permettent de participer par exemple au battement du cœur, à fréquence cardiaque, ce genre de choses. Le stress a un impact sur toutes ces hormones. Par conséquent, toutes ces composés qui vont participer à la création d'hormones, hein, si j'ai bien compris, composés actifs. Donc du coup, forcément, quand on a cette donnée-là et qu'on le comprend, on comprend donc que le fait d'être exposé à beaucoup de stress peut avoir forcément un impact, forcément avoir un impact sur la glycémie et avoir une action hyperglycémiante. Donc ça, il y a plusieurs solutions. Soit apprendre à mieux gérer son stress, c'est facile à dire, plus difficile à faire. Soit prendre des mesures au niveau de l'insuline, donc de sa gestion de diabète, en essayant quand on sait qu'on va être exposé à une situation de stress très intense, prendre les mesures adéquates et peut-être anticiper en mettant un petit peu plus d'insuline au niveau du débit basal. Voilà, après c'est de l'adaptation. Moi personnellement, je suis plus du parti de faire le travail sur soi, d'apprendre à gérer son stress, parce que un stress, je pense que ça ne peut pas s'anticiper et se prévoir à 100%. Le nombre de fois où on est arrivé en appréhendant un examen en se disant ça va mal se passer, finalement on arrive et ça se passe très bien, ou l'inverse, hein, bien évidemment. Donc finalement c'est assez dur à prédire, et donc prendre le parti de vouloir corriger l'impact d'un événement qui n'a pas une probabilité de se produire à 100%, c'est un peu problématique parce que justement ça peut créer un événement qui sera d'autant plus handicapant. Le diabète, c'est une pathologie qui induit une prise en charge médicale qui va différer d'une personne d'un individu normal, lambda. C'est toujours un critère de toute façon qui appartient à cette catégorie avec d'autres maladies ou pathologies qui sont assez invalidantes, qui doivent être pris en compte lors de la prise en charge. Mais je pense que tu connais mieux le sujet que je peux le connaître. Mais en tout cas, moi, pour y avoir été confronté en tant que patient, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est au centre de la table dans ma prise en charge pour d'autres problèmes de santé que j'ai pu avoir. Et c'est vrai que voilà, le diabète est un facteur de risque. S'il est bien géré, etc., il ne l'est pas. Si en revanche il est pris à la légère, les conséquences qui vont avec, et ce que ça peut induire, oui, peuvent compliquer une prise en charge ou même créer des événements malheureux. Du coup, tu parlais de cortisol. Cortisol, d'adrénaline, noradrénaline et tout ça, les hormones. Est-ce qu'il y a d'autres impacts en fait hormonaux sur ta vie de tous les jours? Sur la mienne personnellement non, mais le diabète peut aussi avoir un impact sur évidemment toute une multitude d'hormones différentes, notamment un des problèmes qui est rencontré souvent avec un diabète et puis le vieillissement, et que on avait pour objet d'aborder, c'est notamment le taux de testostérone. C'est réputé que les diabétiques en fait vont présenter une diminution du taux de testostérone bien plus rapidement.
que des personnes normales. Après, attention, il y a des exceptions à la règle, c'est pas un principe général, mais c'est quelque chose qui est quand même souligné, qui revient de manière récurrente. Mais après, voilà, c'est peut-être une conséquence du fait d'actions chimiques liées au diabète. Mais par exemple, un autre élément parce qu'il n'y a pas que des inconvénients, qui, je sais, fait l'objet d'une étude, c'est que les diabétiques présentent une sorte de résistance au cancer de la prostate. Et ils ne savent pas ce qui se passe au niveau chimique, et il y a de la recherche là-dessus pour comprendre quelles interactions chimiques se produisent pour assurer une aussi grande protection sur la population des patients diabétiques, qui présenteraient apparemment presque 90% moins de prédisposition à avoir un cancer de la prostate. Voilà, il se passe des réactions chimiques dans le corps qui font que forcément on va avoir des conséquences défavorables par rapport à quelqu'un de normal, mais il y a aussi ce genre de petites good news qui sont appréciables, on prend. Mais il y a ce genre de problème. Après, on parle d'une maladie, enfin on parle quand même d'une maladie auto-immune, et on parle aussi d'une maladie endocrine. Donc c'est une maladie endocrine, hein, c'est un terme qui vient englober toute l'hormonologie et toutes les hormones. Donc parce que comme on l'a expliqué au début de vidéo, le glucagon et notamment l'insuline, ce sont des hormones. Et donc forcément, une hormone qu'on injecte ou qu'on vient apporter au corps, donc forcément le corps qui, lui, chez un patient diabétique, n'a plus cette insuline. Parfois, ça peut entraîner des dérèglements. Il faut savoir aussi que, par exemple, la sensibilité à l'insuline peut varier avec l'âge aussi, parce que pourquoi ? Parce qu'on dit souvent que c'est le corps qui change, mais c'est pas seulement le corps, c'est surtout aussi les taux des autres hormones. Et en fait, il faut savoir que le corps, il y a un équilibre. Il y a une sorte il y a une interaction transversale entre toutes les hormones. Donc, dans l'hypothèse où il y a une hormone qui baisse, elle peut avoir un impact sur toutes les autres. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer, à prendre en compte. Et le diabète, forcément, vu il met en tant que pièce centrale l'insuline, donc une hormone, forcément ça peut avoir des interactions avec les autres hormones ou être impacté par des changements au niveau des autres hormones. On sait que les hormones, c'est quand même un petit peu le siège de l'humeur. Est-ce qu'il y a aussi un autre facteur de reconnaissance du diabète qui soit plutôt hormonal ou comportemental? En fait, comme on a dit plus tôt, il y a deux événements qui peuvent se produire avec le dérèglement dans le diabète, l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie. Toutes les deux ont des symptômes associés qui sont liés à des changements d'humeur. Donc, par exemple, dans le cadre de l'hyper ou l'hypo, on a souvent l'irritabilité qui revient. Le fait d'être moins patient, le fait de se mettre en colère plus vite, ce sont des choses qui reviennent de manière assez récurrente. Ça fait partie des symptômes réputés. Et moi-même, vivant avec un diabète et ayant été confronté à ce genre de situation, où j'étais trop haut ou trop bas au niveau de mon taux de sucre, c'est des symptômes que j'ai déjà pu présenter, notamment l'irritabilité. Moi, en fait, je suis contrôlé pour 3 choses: les yeux, les reins et les extrémités, Doppler, la lumière au niveau des artérioles et des artères au niveau des extrémités. C'est des choses sur lesquelles je suis checké. Pour la sexualité, avec le diabète, en fait, je dirais que l'un des critères qui montre de manière imparable si le diabète est bien réglé ou pas, et je m'en suis aperçu au fur et à mesure des années, c'est vraiment la sexualité. Mais d'ailleurs, c'est même valable pour quelqu'un de normal, hein. En général, quand on a une sexualité épanouie et tout, c'est que ça va bien à la fois dans la tête et qu'on se sent bien aussi. En général, on est en harmonie, en paix avec son corps. Le diabète, en général, quand on commence à avoir des problèmes d'un point de vue sexuel, surtout je parle pour un homme, hein, qu'on a des petits soucis de libido, d'excitation, ce genre de choses, faut pas hésiter à en discuter avec son diabétologue et aussi à en discuter avec un urologue ou un andrologue, parce que déjà, premièrement, il y a pas de problème à ça, et deuxièmement, il y a des solutions. Et il faut comprendre aussi et accepter quelque chose, c'est que le diabète est une maladie qui peut avoir un impact sur la sexualité, parce que, comme on l'a expliqué avant, c'est un impact au niveau des hormones, mais ça a aussi un impact au niveau, l'hyperglycémie, le fait d'avoir trop de sucre dans le sang peut créer des lésions
qui sont irréversibles au niveau des vaisseaux sanguins et au niveau des terminaisons nerveuses, au niveau des tissus aussi. Donc voilà, au niveau de la sexualité, il peut y avoir un réel impact. Donc c'est quelque chose à considérer, à prendre en compte. Et je pense qu'il est très important de comprendre qu'un diabète bien réglé, c'est aussi finalement préserver beaucoup de choses, et notamment préserver sa sexualité. Parce qu'un diabète mal réglé peut vraiment avoir un impact très retentissant sur la sexualité, et ça peut vraiment être très invalidant, et être aussi une source de stress, qui va pas non plus faciliter le diabète. Donc finalement, c'est un engrenage, un cycle sans fin. Donc il ne faut pas hésiter donc, si un jour on est confronté à ce genre de problème, à se référer à sa diabétologue, qui pourra permettre après d'être mis en lien avec un andrologue, un urologue, et voilà, il y a des solutions, et c'est des choses qu'il faut prendre en compte, d'où l'importance d'accorder aussi du temps, et tout le souci qui est nécessaire à la gestion et au traitement de son diabète. Un diabète stable, c'est un diabète qui va prémunir de présenter la moindre conséquence ou la moindre séquelle ou moindre symptôme associé. Donc prendre en charge son diabète, c'est aussi penser à l'avenir, à après. Écoutez, moi je voulais remercier Anthony de m'avoir invité dans l'émission. C'était un plaisir pour moi de pouvoir échanger sur quelque chose qui est aussi un fragment de moi-même, qui fait partie de moi. Donc je pense que tu as pu te rendre compte que j'étais très bavard sur le sujet, que je suis assez volubile. Moi, j'aimerais passer une dédicace à ma mère et mon père et mon frère, qui ont toujours été là pour moi depuis que j'ai eu ma découverte de diabète. Et ils ont toujours tout fait pour moi. Et je pense que si j'ai pu accepter mon diabète aussi facilement, faire face et vraiment m'affairer à me concentrer sur la gestion de mon diabète, c'est aussi grâce à eux. Et voilà, juste j'aimerais les remercier et leur dire que je les aime. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu as cette éducation thérapeutique. Quand on s'est rencontré avec Anis, tu m'as impressionné parce que tu as cette possibilité de parler de la maladie et dans le détail, quoi. Tu vas à la cellule près. Et moi, ça m'épate. Et c'est un plaisir que tu sois là. Et je sais pas, je peux pas te garantir qu'on ait plus de 3 vues. Mais en attendant, ceux qui verront ton interview, ils sortiront forcément grandis. Donc, moi, tu m'épates. Et j'aimerais aussi remercier, comme tu l'as très justement dit, par rapport à l'éducation thérapeutique et l'insulinothérapie fonctionnelle. J'aimerais remercier surtout, je pense que c'est la personne que j'aurais dû remercier en première, ma diabétologue, qui m'accompagne quand même depuis bientôt 18 ans. En qui j'ai une totale confiance, et du coup merci à vous, Dr Gilman, pour tout ce que vous faites pour moi. Comme quoi on peut être jeune et souffrir d'une affection, moi j'appelle ça une affection, et chacun traduit son affection comme il le veut. Ça peut être une maladie, ça peut être un fardeau, ça peut être la fin du monde. En attendant, quand les outils sont mis en place, on peut s'en sortir. Quand on est bien entouré, on a les tips un petit peu pour s'en sortir et améliorer le quotidien. Et Max, toi, t'es la meilleure représentation. Moi, t'es mon coup de cœur. Franchement, t'es mon patient numéro 1, alors que t'es même pas mon patient. À la base, t'es le pote d'un pote. Et moi, ça m'épate. Bravo. Merci Max. Et t'es le premier à faire Tokaate. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. En espérant qu'il y ait plusieurs Tokaate et que j'ai pas autant de montage à faire. Enfin bref. Non, c'est cool. Merci Maxime. Et puis voilà, on quête.